Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Insectopia, présentation de cet univers original et du scénario d'introduction. Je m'excuse à l'avance pour les problèmes de son de cet épisode, on entend trop les pattes de chien sur le parquet. Publication initiale en août 2022 avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Oui, nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas été dévorés par le chien. Hein. Le Gimp. Le Gimp, voilà, le Gimp est toujours là. Nous sommes toujours là. Et nous sommes de retour. Oui, c'était un gentil chien. Et nous sommes de retour pour un nouveau Histoire au coin du D20. Ça fait longtemps. Ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Pour vous conter nos histoires de jeux de rôle. Je sais pas si c'est la perspective, mais t'as l'air tout petit. Ah bon? Oui, et un nouveau jeu de rôle dont on va parler aujourd'hui. Je vais dire, c'est bien que j'ai l'air tout petit pour parler du jeu de rôle d'aujourd'hui. Ben oui, et ce qui est d'autant plus ironique avec la bière du jour, c'est que nous avons besoin d'une bière qui nous donne l'impression d'être petit comme des insectes. Exactement. Et donc aujourd'hui, on ne fait pas dans la qualité, on fait dans la quantité, puisqu'on a réussi à trouver des fax, les canettes de 1 litre. Si on boit tout ça pendant qu'on explique le jeu, on va être par terre. Effectivement. D'autant plus que... Elle est forte ou pas? Je pense pas, mais... Non, 5 degrés. Ouais, mais bon, c'est 1 litre. C'est de la pils de pochetron. Eh bien, donc... Cadeau de Florian. Cadeau de Florian, oui. Moi, j'en avais déjà vu quand on avait traversé l'Allemagne. Ah. Mais je veux dire... Santé. Santé. Santé, les amis. C'est de la pils. De la pils de pochetron. C'est de la pils de base qui passe. Elle passe, c'est pas pire qu'une jupe. Mm-hmm. Et donc, Insectopia. Insectopia. Jeu que Gilus possède dans sa bibliothèque depuis belle lurette. Pas mal d'années. J'avais rencontré les créateurs à un Troll et Légende qui date pas mal. Et ils m'avaient offert, si je me souviens bien, quand j'aurais dit oui, mais je peux parler de votre jeu de rôle dans mon émission. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, on t'offre la carte. Et je dis ok. Et des années plus tard, nous voici à parler d'Insectopia. Oui, parce que j'ai tanné Gilus pendant longtemps pour qu'il le masterise, mais il avait d'autres jeux à maîtriser. D'autres priorités. Je me sens vraiment tout petit avec ça. Mais oui, j'ai l'impression d'être, tu vois, les hobbits dans l'auberge humaine, où il arrive avec sa pinte qui est aussi grosse que son corps. Donc, jeu de rôle français, tout à fait, qui est édité, si je ne dis pas, par Odonata Édition, qui est vraiment, je pense, qui fait principalement Insectopia. C'est plus existant s'ils font d'autres choses. Ils ont sorti pas mal de suppléments entre-temps. J'ai des bouquins d'univers et de campagne, j'ai une carte, j'ai des machins. Ils ont pas mal de matériel qui sont pas mal, entre autres les petits sacs de blattes qui remplacent les dés, et ça on en parlera quand on va parler des règles. Et donc, dans Insectopia, sans surprise, on joue des insectes. Je sais pas si tu veux faire ou je fais la présentation de l'univers. Commence et je te corrigerai. Si je dis des bêtises, tu me corriges. Hein. Et donc, dans un univers très lointain dans le temps, on va dire ça comme ça parce qu'on n'en sait pas plus, les humains ont disparu. Voilà. Il n'y a pas d'humains, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'humains dans le jeu. Et les insectes ont évolué pour je cache la balle pour qu'elle ne joue pas dans tous les sens. Les insectes ont évolué pour créer des sociétés. Donc il y a différentes races d'insectes qui ont commencé à avoir des idées, à créer des inventions, à se tenir en posture debout. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que certains insectes, eux, sont restés à leur état mental, si je puis dire, d'insectes. D'ailleurs, à noter que les insectes évolués sont appelés les intres. Et donc c'est important de faire la distinction, parce que tu as les insectes qui sont des animaux, et tu as les intres qui sont des insectes évolués. Voilà. Et donc on se retrouve, je sais pas, c'est une espèce de péninsule. C'est difficile de se rendre compte de la taille de la map, puisque nous sommes minuscules. Oui, il y a une taille définie, mais si je me souviens bien, toute la carte est censée avoir en gros la taille de la France. Ah d'accord, voilà. Et donc rien que la création de personnages est déjà géniale.
même si moi je savais déjà ce que j'allais jouer, puisque Julius m'avait déjà permis de compulser le bouquin. Et en gros, tu peux jouer une sauterelle, tu peux jouer une Alors, punaise. tu as 20 races différentes. Je Mhm. crois que tu as rarement des jeux de rôle où dans le bouquin de base. En fait, je pense que c'est le jeu de rôle avec le plus de races que j'ai jamais vu dans le livre de base. Tu as 20 races différentes. J'arrive, je vais me chercher ma vapoteuse, mais tu peux Bravo. continuer. Je me souviens, je vais sûrement en manquer, mais tu as évidemment les races les plus attendues, les termites, les fourmis, tu as les libellules, les mantes religieuses, les scarabées, Tu les... peux même jouer des migales et des trucs qui sont Voilà, gigantesques donc, par rapport aux autres. en fait, tu as 18 races d'intres et tu as deux races d'araignées. Tu as les migales et tu as les araignées épéistes, je sais plus très bien. J'allais dire les tisseuses, mais Ouais, qui sont, voilà, c'est un petit peu, tu as les grosses araignées super bourrines et tu as les araignées tisseuses qui sont un petit peu... Alors, je ne sais pas très dans quelle limite on va un petit peu vous raconter toutes les races. D'ailleurs, c'est une petite remarque que j'ai à faire par rapport à la lecture de bouquins. C'est que la première fois que je l'ai lu, le début du bouquin, après une petite description biologique des intres, le début du bouquin, c'est la description des 20 races jouables. La première fois que j'ai lu le bouquin, j'ai décroché. Parce que j'étais là, oh là là, tous ces trucs, et je comprends rien, parce que Eh, chaque race a son propre background, a sa propre mais oui. histoire. Et les scarabées ne s'appellent pas les scarabées. Voilà, ça c'est un autre truc. C'est les termes très précis. Mais ce Mhm. que je veux dire, c'est que la deuxième fois que je me suis intéressé à Insectopia, j'ai commencé par lire l'historique de l'univers. Et ça m'a donné un cadre beaucoup plus clair pour après revenir en arrière et lire les races. Je tiens à noter que peut-être que ça aurait dû être prévu dans l'autre sens, du moins de mon point de vue. Euh, et pour donner un peu plus de détails sur cet univers, ce qui est étonnant dans Insectopia, donc qui est un univers un petit peu médiéval fantastique, Oui. il y a un peu de magie, il y a un peu de technologie, il y a... Je sais pas. Alors, ça c'est personnel, mais pour moi, dans mon imaginaire, quand on jouait à Insectopia, j'y mettais une espèce de. Dans ma tête, ça a le look de Dark Crystal. Mais il y a un petit peu de ça, si on veut. ces petits personnages C'était un qui peu sont tous personnel, mais habillés de branches et d'ossements. Dans ma tête, c'était cette allure. C'était l'allure de Dark Crystal que ça. j'aime ta façon de penser. Je pense pas que c'est ce qui était prévu de base et ce qui est vraiment présent dans le bouquin. Mais ce serait intéressant d'un peu plus tourner J'imaginais comme tous nos ça, personnages se déplacer comme ça, en parlant comme ça. Tu vois? comme des marionnettes. Oui. Donc, ce qui est à noter, c'est que le cœur de l'univers d'Insectopia, c'est une guerre de religion. Mhm. C'est étonnant quand on se dit ce genre de choses parce que il faut savoir qu'à un moment, lors du développement des civilisations, euh, que la plupart des espèces étaient animistes et vénéraient les dieux de la nature, etc. etc. Tu as des druides, tu as les coccinelles qui sont vraiment des druides qui peuvent communiquer avec les animaux et donc qui ont un petit peu convaincu tous les grands animaux d'aller dans une autre vallée. Comme ça, il y a beaucoup moins. Mais ils ont fait ça par magie, Par magie, mais chamanique. magie empathique. Quoi. Ah, C'est pas d'accord. vraiment de la manipulation. Oui, parce qu'en fait, bah, il faut bien imaginer que pour nous, les Indres, le moindre moineau, c'est comme une wyvern dans Donjons et Dragons, quoi. Exactement, exactement. Et C'est très donc, bien fait ça. ces animaux qui sont appelés les sangs chauds, bah, comme le dit Gilus, les coccinelles les ont un peu envoûtées pour qu'elles aillent vivre dans la vallée des sangs chauds et qu'elles nous foutent la paix, en fait. Ouais. Et donc, à un moment, on a découvert, en dessous d'une montagne, ce sont les fourmis, ont découvert en dessous d'une montagne, des restes d'une civilisation antique qui étaient des titans bipèdes. Mhm. Qui ont laissé des artefacts extraordinaires, comme par exemple des cubes avec des points dessus. On a retrouvé quelques documents, quelques trucs précis à un endroit, dans une ville qui est devenue une ville sainte. Mm. Et c'est ainsi qu'est né le culte des anciens dieux. Voilà, et donc les fourmis vénèrent les anciens dieux et ont laissé tomber ces vieilles conneries chamaniques. Et donc tout ça est en train de partir en guerre. Enfin, c'est plus qu'en train de partir, c'est une guerre de religion. C'est une guerre de religion qui, quand vous jouez, est un petit peu
un petit peu plus molle, parce qu'il y a eu des grandes périodes de croisades. Je crois que les plus fanatiques, ce sont les Blattes, qui Mhm. sont des espèces de templiers Ce croisés. sont les paladins de l'ordre des anciens dieux. Voilà. Euh, et donc voilà, c'est d'ailleurs un petit peu compliqué de créer un groupe de jeux Et là, qui mélangera forcément un petit peu, enfin pas forcément, mais qui mélangera souvent c'est ces ce deux que courants. c'est ce que tu nous as demandé dès le départ, si on était plutôt d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Et alors moi, je parlerai de mon personnage après, bah, s'en fout un petit peu. Mais les autres, ils voulaient pas, hein. Ils avaient pas envie. Et puis finalement, je crois que tout le monde s'est un peu dit, ouais, le personnage de Val, il est plutôt chamanique, donc on va partir du côté chaman de la force. Alors je vois que c'est un truc qui m'a fait un petit peu peur. Euh, de manière générale, notre groupe, il, il a un peu, enfin c'est vraiment la mentalité ULBiste. Mais on a vraiment un recul naturel envers tout ce qui concerne la La religion. religion. Eh, moi, pas. Moi, Non, mais c'est intéressant. j'ai toujours dit, si Gonshu périt, je jouerais un paladin. Mais bon, à mon avis, le reste du groupe m'accueillerait pas très bien. Ça dépend, à voir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le groupe, quand même, à part Florian, nous allons parler, le groupe a eu un petit peu de mal à se positionner sur cet échiquier dont ils avaient un petit peu rien à foutre. Hmm. Et quels sont les membres du groupe? Eh ben, alors par qui allons-nous commencer? Bah, vas-y, commence. Bah, c'est pas très compliqué. À votre avis, il peut jouer un insecte, Nurgle. Qu'est-ce qu'il va jouer comme insecte, Nurgle? Je joue une mouche roublarde et voleuse, toute petite, avec quatre petites dagues faites en côte de souris et un peu gravées comme ça. Et donc je voulais vraiment jouer ce petit roublard, un petit peu tête en l'air. Vraiment sur le moment, je me suis dit, j'ai joué un personnage léger. Euh, mais bon, qui sait quand même, qui a eu ses heures de gloire, qui a eu ses grosses déconvenues, on va dire ça comme ça. Ouais, t'avais un gros souci, c'est que tu étais incapable de faire le moindre dégât. Oui, bah oui, mais bon, tu me diras, une mouche. Voilà. D'ailleurs, c'est très important à noter, c'est qu'il y a une différence physique très importante d'un insecte à l'autre. Ah, Hein. Entre jouer un moustique et jouer une libellule, je veux dire, si dans le même groupe, c'est un Golgoth, quoi. si dans le même groupe, tu as un moustique et une tarentule, ben c'est comme si tu jouais dans un Égal. groupe où t'as un des joueurs, il joue un Playmobil, quoi. C'est assez dément, quoi. Ouais, ouais. Et les règles sont assez bien faites dans ce sens. Mm. Et donc, ouais, toi, tu Donc jouais moi, le c'était roublard. Gritz, la mouche voleuse. Je ne me souviendrai pas des noms, il y a peut-être moyen que je trouve les feuilles de personnages. Et j'adorais parce que donc, c'est pas les mouches, ce sont les cifres. Et j'adore l'historique des cifres parce qu'en fait, bah, c'est des fouilles-merdes, quoi. Et donc, c'est un petit peu, de par leur simple race des cifres, c'est un peu une espèce de mafia. C'est la mafia des fouilleurs de merde et qui vont dans les ordures et qui trouvent des trucs, des secrets, et puis qui les revendent aux autres insectes. Les mouches et les moustiques, ils n'ont pas de grande civilisation à eux. Ils vivent reclus dans les bas-fonds des autres villes. Voilà. Parce que, oui, évidemment, les grandes civilisations, ce sont les grands insectes constructeurs, les fourmis, les termites et les abeilles, principalement, qui eux sont tous très grands, très nobles, et en fait qui sont dans des zones différentes de l'échiquier religieux, les termites étant la grande nation animiste, les fourmis étant la grande nation constructrice des anciens dieux, et les abeilles sont du culte des anciens dieux, mais un petit peu plus ouverts, un petit peu plus commerçants, et voilà. J'ai essayé de me souvenir du nom de tous nos personnages. Alors, nouvelle note d'ailleurs, pour les maîtres de jeu. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu perturbé en lisant, c'est que tu as 20 races différentes, et tu as plein de termes très spécifiques à cet univers. Et donc, chaque race, même si c'est un dérivé du nom commun, parfois je me perdais un petit peu. Alors oui, un scarab, je vois très bien ce que c'est. Une apis, ok, apis c'est l'abeille, ok. Mais Les cox, c'est les coccinelles, je pense. Ou les coccides. voilà, franchement, les termes, pour vos joueurs, au début en tout cas, utilisez les termes courants.
appeler ça des coccinelles, appeler ça des abeilles. Ah, Ça facilite les choses, je trouve. moi j'aurais dit le contraire. C'est dès le départ utiliser les noms des races du bouquin pour qu'ils apprennent, quitte à dire oui, ben, les sylphes, c'est les mouches, tu vois. Mais ça, comme il y a quand même 20 races différentes, après il faut expliquer qu'est-ce que c'est un incêtre, Les indres. les, Votre les personnage fait 2 indres de haut. Ça veut dire que tu fais 2 mètres, entre guillemets, à notre échelle. Quoi. Voilà. T'as beaucoup. Enfin, en fait, tous les mots sont changés. Les saisons, ce sont des, je sais plus si c'est des commis ou quelque chose comme ça. Mhm. Les années ont des noms différents. C'est un cycle. Chaque truc que tu connais est différent de cet univers. Donc honnêtement, c'est un univers pas toujours facile dans ce sens-là. Et personnellement, en tant que maître de jeu, je simplifierais les choses pour les joueurs. On est en train de retomber dans nos vieux travers. On avait commencé à présenter les persos et puis maintenant on est en train de passer à autre chose. Tout à fait. Mais c'est pas grave. Alors, on avait parlé du personnage de Val, qui était une araignée tisseuse, un peu sorcière, un peu magicienne. Voilà. Les araignées tisseuses, franchement, elles ont un petit peu un côté. Les gitans, les vieilles sorcières gitanes. Les diseuses de bonne aventure, en fait. Ouais. Je crois que c'est les maîtresses du destin. Je sais plus le terme exact, mais elles ont un côté comme ça. Les araignées qui tissent l'étoile du destin. Et je ne me souviens plus du nom de son personnage. Je me souviens plus du nom d'aucun personnage, je t'avouerai. Je me souviens des 2... Attends. Et elle donc. Je me souviens des autres et pas de Val. C'était bel et bien une magicienne dont le pouvoir central tournait autour de la souillure. Et donc la souillure, qu'est-ce que c'est? Donc soigner la souillure. La souillure, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de maladie qui est arrivée en même temps qu'on a découvert le culte des anciens dieux, qui est une espèce de maladie qui crée ce qu'on appelle les blafards, qui sont des insectes à la chitine transparente, qui sont des espèces de zombies, de mutants. Ouais, c'est vraiment des mutants. C'est pas des zombies, ce sont des mutants, à la Warhammer un petit peu, où dans tes aventures, tu peux choper des points de souillure, et quand tu en chopes un certain nombre, tu commences à tirer des mutations sur une table, et... En fait, tu retrouves ça dans énormément de jeux de rôle. Ici, on en parlera d'ailleurs à l'occasion, il y a Florian. Et non, ce n'est pas un 1er avril, Florian a véritablement masterisé des jeux de rôle. C'est vrai qu'il a été notre maître de jeu pour les 1er avril, Voilà. Très sûr. Il a masterisé Night. Enfin, il masterise Night, et donc là, ça s'appelle l'anathème. C'est cette... Et puis alors, dans Shan, ça s'appelle la nécrose. Et puis dans Shad, ça s'appelle le Maelstrom. Enfin, il y a toujours ce néant, cette noirceur qui te pourrit de l'intérieur et qui te fait muter. Ouais. Le warp dans Warhammer, etc. Et bien ici, donc, c'est la souillure. Et d'ailleurs, à la création de personnages, il y a moyen de se choisir des capacités plus puissantes en prenant des points de souillure. Par exemple, je trouve que c'est des concepts qui sont très très cool. Par exemple, tu es une fourmi. Si jamais tu as choisi la classe dominante, donc tu fais partie, parce que tu as plusieurs classes de personnages, et si jamais tu sais que tu es un dominant, tu peux prendre comme un de tes pouvoirs avoir des ailes. Parce que les fourmis dominantes ont des ailes. Si jamais tu es une araignée, voilà, par exemple. Si jamais tu es une migale, normalement tu peux pas avoir des ailes. Mais en fait, si tu peux, mais tu te prends des points de souillure. Parce que ces ailes viennent d'une mutation. Tu peux te faire muter en acceptant en gros le cadeau des forces du mal. Et c'est très sympa ça comme concept, parce que vraiment ça te permet de créer un petit peu un personnage qui est soit dans la logique biologique de ton espèce, soit qui la dépasse, mais évidemment ça a un prix. Et ça c'est très sympa. Et donc oui, Val, elle avait plusieurs pouvoirs, elle pouvait modifier le temps, ce qui est très cool déjà, et elle avait aussi des pouvoirs pour enlever, pour soigner la souillure ou la détecter, des machins comme ça. Et donc voilà, alors on avait parlé du perso de Florian, qui lui était un scarabée, paladin de la religion des anciens dieux, et il s'appelait Q, ou... Je crois qu'il je ne vais pas essayer de retrouver les noms. Parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de QAnon, et je me suis dit, est-ce que c'est une référence à QAnon? Mais c'est Q. C'est un scarabée complotiste. Voilà.
Et donc au début, il a eu un peu de mal à s'intégrer au groupe, hein. Alors le truc c'est que quand je vous ai présenté les différentes factions, vous aviez le choix entre plein de factions dont certaines étaient plus extrémistes que d'autres. Et je leur dis ouais, si jamais vous voulez jouer une faction extrémiste, va falloir vraiment, ça va être un peu plus difficile d'un point de vue roleplay. Et il a dit pas de problème. Moi je joue le culte des anciens dieux, pas Liantis justement, les extrêmes. Je suis très fanatique. Ok. Et donc, dès le départ, en fait, il a commencé à jouer son personnage ultra stoïque, il disait rien. Je suis là avec mon épée. Ouais, au début, j'ai eu peur pour l'introduction, pour la construction du groupe, parce que à l'introduction de personnage, il ne parlait pas. Ah bah, mais il fait ça parfois, hein, Florian. Il aime bien se la jouer mystérieux. Et c'est ma petite mouche qui est venue lui faire mais dis donc, vous dites rien, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Ça, on va revenir après, oui, quand on parlera du scénario. Alors, Gigi. Gigi jouait Turlul. Oui, Turlul. Turlul. Ah, on voit le nom dont on se souvient. Hein. Bah oui. Turlul, qui était une libellule dominante, de classe dominante, qui était en fait son métier, c'était reproducteur. Son métier, c'est reproducteur. Donc c'est une espèce de libellule noble, dont le métier, c'est de partager ses gènes supérieurs avec la jante féminine des libellules. Tout à fait. Et c'est du grand Gigi, quoi. Ouais. En plus, il a un serviteur qui est un moustique, et qui traitait un petit peu comme une merde. Enfin, c'était parfait, quoi. Ouais. Et alors, à la création de personnages, je peux le dire, parce que vu qu'il est utilisé en jeu, c'est plus un secret pour vous, je présente les trucs... Et il y a un pouvoir qui est vraiment une téléportation magique. Et je dis, oui, enfin voilà, donc ça, si vous voulez l'avoir, vous allez choper plein de points de souillure, hein, donc je ne vous le conseille pas. Et Gilles, il a dit, ok, je le prends. Et alors, on verra comment va évoluer le groupe, mais je comprends pas comment un reproducteur qui est vu, je dirais, sous toutes ses coutures par c'est pas contact Covid, hein, tout ça. Hein. Ses conjointes, parce que la souillure fait que déjà tu mutes, et puis ta carapace devient transparente, et donc on voit tes organes à l'intérieur de ton corps. Je comprends pas comment... Enfin, bref. Peut-être qu'il va avoir plus de mal pour faire son métier après. Voilà. Et alors surtout, c'était lui qui avait le plus de pognon dans le groupe. Oui. Au début, moi je me sentais riche avec genre mes 3 ou 4 petites pièces, et puis j'ai vu ce qu'il avait. Alors il y avait Moustache, qui lui jouait un papillon qui s'appelait Mu. Oui, il est fan des chevaliers et ça, de Zodiac. Je m'en souviens parce que c'est le nom d'un des chevaliers d'or. C'est le bélier. C'est le bélier Mu. Mais aussi un personnage qui s'appelle Papillon, qui est du côté d'Hadès, et il s'est un petit peu inspiré de ça pour le personnage, parce que c'est un papillon avec des pouvoirs psychiques. Voilà. Et il a ultra abusé de ses pouvoirs, mais il a bien fait. Hein. Bah oui, si tu as des pouvoirs, c'est pour les utiliser. Mais basiquement, c'était la seule chose que son personnage savait faire. C'était... Bah tu sais, le papillon, il va pas foncer au corps à corps, forcément, enfin... C'est un peu des espèces d'elfes, les papillons. D'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu les règles, comment elles fonctionnent et la magie, avant qu'on commence l'aventure elle-même. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois qu'on a oublié personne. Attends, toi, Moustache, Gigi, Val, Florian. Paf, on y est. Alors donc, Et le maître de jeu, c'est moi. Qui joue tous les autres personnages. Le maître de jeu qu'on appelle le Deus dans ce jeu de rôle. Ah, le Deus, bah dis donc, c'est pas prétentieux, ça. Et donc, les règles. Parlons du sac de blattes. Eh ben, je suis vraiment pas un fan de règles complètement différentes pour les jeux de rôle. Je trouve souvent, quand on va utiliser des cartes, quand on va utiliser des machins très différents, je trouve souvent c'est un petit peu chercher une nouveauté qui ne fait que compliquer les choses. Eh bien, étonnamment, le sac de blattes, j'ai trouvé que ça tournait vachement bien. Donc, tout jet de dés. Alors le souci c'est que en gros il faut avoir 2 sacs de blattes pour bien faire. Un pour les joueurs, un pour le maître de jeu, sinon ça devient compliqué. Et si chaque joueur a un sac de blattes, c'est encore mieux. Mais ça c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac de blattes? Dans le sac de blattes, il y a des petits trucs comme ça, des petits bonbons que le chien va vouloir manger. Je crois que le chien il va vouloir boire ta bière. Ouais. Voilà. Il va. Même le chien est alcoolique. Ça goûtera un petit peu la laine de chien, ma bière. Donc ce sont des petits jetons. Et en plus, voilà, elle bouge le tabouret. Ce sont des petits jetons comme ceci. Il y en a 42, si je me souviens bien, dans un sac.
Et selon votre compétence, vous allez en tirer un, ou alors vous allez en tirer 2 et garder le meilleur si vous êtes bon, ou en tirer 2 et garder le moins bon si vous êtes pas bon, ou alors en tirer 3 et garder le meilleur, en tirer 3 et garder le moins bon, et donc voilà, plus vous vous éloignez de la norme, plus vous allez tirer de jetons et garder le moins bon. Et chaque couleur, évidemment, est un résultat. Réussite critique, réussite normale, rien, je Alors, crois. en fait, moi, quelque chose que j'aime pas dans Donjons et Dragons, par exemple, et que j'ai beaucoup aimé dans le système, c'est les entre-deux de résultats. Franchement, dans Donjons et Dragons, ok, tu lances ton dé, tu fais 12, ok, t'as fait 12 sur ton jet de dé, t'as fait 13. C'est vraiment une différence. 14, bah, c'est un peu plus, mais... Donc, il faut commencer à réfléchir en disant, oui, ok, toutes les tranches de 5, je commence à penser différemment, oui, mais en même temps, c'est peut-être pas très juste, bref. J'aime bien les systèmes de règles où, quand tu fais ton jet de dés, le maître-jeu a une voie très claire à explorer en disant « Ok, c'est une réussite ainsi ». Et donc, on a quoi? On a les blattes noires qui sont des échecs critiques, on a les blattes blanches qui sont des échecs purs et qui font, je crois, la moitié du bouquin, du truc, Ah oui. du sac. T'as les blattes, j'hésite toujours un petit peu sur les deux, mais je crois que les bleus, c'est des réussites normales, les vertes sont des réussites excellentes et les rouges, c'est des réussites critiques. Et ça marche très bien. J'étais un peu dubitatif quand on a commencé. Et j'ai trouvé que, dis-moi en tant que joueur, ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon système. Moi, j'ai trouvé que c'était très simple. C'est un petit peu, ne sachant pas la composition du sac, c'est parfois un petit peu difficile de voir à quel point on prend des risques en faisant une action où on va devoir piocher 2 jetons et garder le pire des 2. Mais sinon, non, c'est sympa et tout le monde peut embrayer très vite. C'est anecdotique, mais ici, je suis en train de préparer une table de Brigandine, qui est un jeu de rôle dont les règles aussi sont simples et simplifiées. Mais le simple fait de devoir calculer, se dire, ouais, j'ai autant, et je dois appliquer tel modificateur positif parce que j'ai tel avantage, mais tel modificateur négatif parce que j'ai tel désavantage, et puis lancer ton dé, compter le nombre de dizaines de différences. Il y a ton chien qui est en train de tout casser là-bas. Ici, c'est très simple. Et effectivement, tout le monde peut comprendre très vite comment ça marche. Alors, ça, si je lui laisse bouffer ça ici dans la pièce, ça va faire un bruit monstrueux. Donc, désolé mon toutou, mais tu vas venir. Et là, je vais fermer la porte, ça sera impossible. Le gimp a été chassé. Voilà qui est fait. Oui. Et donc, oui, chouette système. Et système de magie que j'ai trouvé aussi très sympa, assez proche d'un système de magie de mage, de White Wolf, donc du monde des ténèbres, où tu as des sphères de pouvoir. Tu vas avoir esprit, tu vas avoir souillure, tu vas avoir vie, tu vas avoir feu, temps. Donc tu as une sphère dans laquelle tu peux influencer les choses. Et après, ça c'est un petit peu plus bizarre, un petit peu plus compliqué, c'est que tu as des zones d'influence. Il faut que je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Ah oui, hop, ils ne les mettent pas là, c'est pas cool. Ah oui, tu as attaque, altération, contrôle et connaissance. Et selon ton ordre de magie, tu vas avoir plus ou moins des machins comme ça. Par exemple, les prêtres des anciens dieux, ils ont connaissance en souillure. C'est-à-dire qu'ils peuvent détecter la souillure. Ouais. Mais ils n'ont pas contrôle en souillure. Alors que les maîtresses de pouvoir, les araignées, elles ont contrôle en souillure, donc elles peuvent l'enlever ou en mettre plus. D'accord. Et voilà, parfois ça demande un petit peu une gymnastique mentale, mais qui tourne plutôt bien. C'est pas toujours évident d'avoir un joueur où, par exemple, le personnage de Moustache, il avait plume, donc il peut affecter les animaux, mais il avait altération. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser attaque plume pour faire genre une attaque psychique à un oiseau, mais il pouvait utiliser altération pour, par exemple, faire que les plumes de l'oiseau disparaissent et ils tombent par terre ou des machins comme ça. Et il faut commencer à réfléchir un petit peu comme ça, en disant si jamais tu as contrôle esprit, tu peux contrôler mentalement les insectes. Si tu as connaissance esprit, tu peux pénétrer lire les pensées et des machins. Ouais, voilà. Altération, tu peux changer la mémoire. Voilà, il faut commencer à réfléchir comme ça parce que donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de liste de sorts. Chacun invente ce qu'il veut et techniquement, dès que tu es le plus petit magicien qui soit,
tu peux inventer n'importe quel résultat, et c'est le maître-jeu qui doit te dire « Ok, ma difficulté elle va être tellement haute que tu vas t'en prendre plein la gueule. » Ouais. Mais en même temps, oui, tu peux vraiment interpréter les deux termes de magie que tu utilises. Voilà. Donc c'est un système de magie qui demande beaucoup d'interprétation de la part du maître-jeu, qui n'est pas forcément facile pour les maîtres-jeux débutants, parce qu'il faut juste faire attention que les joueurs n'abusent pas de leur pouvoir, Ouais. parce que techniquement ils peuvent l'utiliser tout le temps, et il y a très peu de risques de contre-coup. Et voilà, Mais donc oui, pour les règles. Bon tu, système de règles que je trouve quand même. Voilà. tu as raison de dire que ça ressemble un petit peu à Mage l'Ascension. C'est un petit peu le maître de jeu doit pouvoir mettre un holà et Ouais. dire non, là t'abuses, là tu tires trop sur la corde, ton personnage ne peut pas faire ça. Et bon, bah à ce moment-là, il faut que le joueur dise oui, tu as raison, maître de jeu. Je vérifie que le son, oui c'est bon. Le son marche. Et donc l'aventure. L'aventure. L'aventure, c'est l'aventure, figurez-vous. Et donc, on se retrouve. Donc nous allons ici vous spoiler l'aventure qui est dans l'introduction du bouquin. Ah oui. Important oui. à noter. Ce qu'on va raconter là, c'est l'aventure d'introduction dans le livre de base. Et ouais, j'allais dire, c'est pas comme d'habitude où en gros le scénario déraille complètement après la première séance. Ça devient quelque chose qui ne ressemble plus du tout au scénario. Là, il est très linéaire, donc au final. Et donc on se retrouve, tout notre petit groupe qui ne se connaît pas, hein, je pense pas. Vous ne connaissiez pas au début, non? Dans une barque faite en feuilles pour aller au festival de la myéline. Oui, voilà, oui. Et donc en fait la myéline, c'est une substance qui est fabriquée par les abeilles et qui est un des trucs les plus importants dans le monde des insectes. Tout à fait. Comme j'expliquais, c'est un liquide qui, quand un insecte le consomme, ça garde de la chaleur en lui. Ça fait que les insectes qui ont de la myéline ne doivent pas hiberner pendant l'hiver. Si Exactement. Et donc, par exemple, une nation qui a de la myéline et une nation qui n'a pas de myéline, eh ben, celle qui a de la myéline peut tuer toutes les autres pendant qu'ils sont en train d'hiberner pendant l'hiver. Parce que les insectes, et tu as beaucoup d'explications très scientifiques et correctes au début du bouquin. Et les insectes, entre autres, donc ce sont des créatures à sang froid. Et quand il fait trop chaud, ils ne peuvent pas gérer leur température interne et ils deviennent complètement fous. Quand il fait trop froid, ils tombent en hibernation. Voilà. Et donc évidemment, on sait que vont être présents dans cette ville qui est dirigée par les abeilles, toutes les factions qui viennent acheter et négocier leur part de myéline pour survivre en fait. Et vous arrivez un petit peu comme des mercenaires, l'air de dire, voilà, on aura du boulot. Oui, voilà, c'est plus ou moins ça. Et je vous ai introduit un personnage qui était une abeille qui s'appelait Lazuli, parce que Apis Lazuli. Ah d'accord. Bravo. J'ai toujours essayé de trouver des noms faciles à retenir comme ça, qui n'étaient pas dans le scénario de base, mais qui m'a permis de vous amener dans... De briefer un petit peu. Oui. En fait, de vous briefer un petit peu et surtout, après, de ramener vos personnages dans l'aventure. Et donc on fait un peu connaissance, mais comme d'habitude, tout le monde se regarde un peu en mode pourquoi est-ce que je serais copain avec lui? Ouais. Le personnage de Florian fait vraiment moi je suis le paladin, j'ai envie d'être copain avec personne. Mais bon, ça va, j'ai réussi un peu à le dérider avec ma petite moumouche qui venait appuyer son coude sur sa grosse épaulière, tu vois, comme un pochetron dans un bar. Et ça, c'est un problème très courant de ce genre de personnage qui est là. Pourquoi est-ce que je suivrais le groupe? Oui, je sais. J'ai jamais compris ça. Il y a pas mal de personnages comme ça, et je veux bien que le maître de jeu doit donner un minimum de motivation, mais le joueur doit à un moment se dire, ok, je sens que je dois maintenant les suivre parce que... Et il a fait ça, mais plus tard. Moi je l'ai... Alors là, je fais une aparté, mais pour le groupe en devenir de Brigandine, je leur ai dit, il y a deux choses que je vous demande, vous les joueurs, de faire par rapport à moi, le maître de jeu, c'est de jouer en groupe, de comprendre que vous êtes une famille et que vous vous faites confiance les uns aux autres, et suivre les fils rouges de mes aventures pour pas que ma campagne elle parte complètement. Alors, ça peut paraître un petit peu chiant, mais en fait non. C'est pour le greater good. Tu peux avoir des groupes qui sont un petit peu plus désunis. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des groupes de vampires, par exemple. Ouais. Mais il faut trouver un équilibre. Juste un peu dans Vampire. Il faut trouver un équilibre, par exemple. Il faut trouver un équilibre entre
quand même continuer à jouer en groupe et avoir des dissensions et des missions opposées par moment. Mhm. Mais oui, donc le début, c'est que je vous amène, je vous montre ce dessin. C'est un immense arbre où dans les branches, il y a les maisons des nobles qui sont fabriquées et tout est En cire en d'abeille. hexagone. Ouais. Et parce que tout l'art, forcément abeille, est en hexagone. D'ailleurs, je vous avais dit que Lazuli, c'était un artiste qui a offert des trucs en cercle et qui s'était fait virer de son académie d'art à cause de ça. Et au pied de l'arbre, il y a une immense ville avec plein de commerces et tout. Et au début de ce scénario, je vous laisse libre de découvrir un peu l'univers. Et la première chose que j'ai faite, c'est on est accueilli par une blatte qui, je crois, nous demande ce qu'on vient faire ici, ou je sais Ah, plus. oui, non, pas une blatte, une punaise. Une Parce que punaise, les ouais. punaises sont la race qui contrôle toute la monnaie. C'est les commerçants, en Ce sont fait. les banquiers. Voilà. Oui. Et donc, je sais plus si on devait payer un droit d'entrée, ou si simplement ils nous demandaient notre nom et notre Les deux, je provenance. pense. Et mon premier réflexe, c'est de dire à Gilus, est-ce qu'il a une bourse? Et puis Gilus me fait, oui, il a une bourse. Et puis donc je tire mes blattes, je fais une excellente réussite, et je pars en jetant en l'air la bourse de la blatte. Je m'étais J'ai fait un peu de quartz, parce que la monnaie, C'est des c'est du quartz. quartz. Et donc j'étais tout fier, j'avais réussi mon premier jet. Et puis alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il On y a a un peu découvert l'univers. voilà, je vous ai introduit une taverne tenue par une araignée à laquelle il manquait deux pattes. Euh, je crois qu'il n'y a pas eu une histoire de drague à cet endroit-là, avec toi, une mouche, ta mouche, je sais plus très bien. C'était avec une abeille que j'essayais de draguer. Ouais, c'est quelque chose que... Oui, oui, Euh, une abeille, tout à fait. Oui, Vous parce que êtes je me souviens que je t'avais demandé s'il y avait des relations tout interespèces. à fait, il y Et en tout a. à fait, tous les insectes intelligents peuvent... c'est très débridé, on va dire ça comme Alors ça. en fait, d'une espèce à l'autre, il y a certains qui voient vraiment le sexe comme quelque chose de purement reproducteur, et certains intres qui voient ça de manière pour le plaisir. Libertin, on va Voilà, dire ça comme ça. donc c'est différent d'une race à l'autre. Et je me souviens que donc on découvrait ce monde, parce que ce monde de jeu est complètement dément, quoi. Et Euh, l'échelle de taille change tout. ah oui. Et le fait que à peu près tout le groupe vole aussi. Et quand je te dis que j'imaginais ça comme du Dark Crystal, à un moment on va au marché, et alors on dit mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Et alors tu me dis ouais j'ai des brochettes de viande d'escargot, et puis en plus j'ai des pucerons. Des pucerons. Et j'imaginais ma mouche avec qui tient un puceron en dessous de son bras comme ça qui s'agite comme un porcelet en cuinant. Et non Mais l'univers est vraiment intéressant. franchement si vous avez un peu Le d'imagination, et concept j'imagine est que très vous en chouette. avez parce que vous faites des jeux de rôle, le concept est génial Le quoi. concept est vraiment, vraiment chouette. Oui, et donc, j'utilise, en tant que maître de jeu, les pouvoirs de devin de l'araignée Oui. pour lui donner une vision. En lui montrant que elle voit des grandes oreilles dorées qui commencent à avoir des veines noires qui les parcourent, et elle Mhm. voit la silhouette, une espèce de main à 5 doigts, ce qui est étrange quand même, noire qui prend tout ça. Et donc je lui donne une vision un petit peu pour dire, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, tenez-vous prêts. Et c'est là que le personnage de Florian dit, ok, ça je prends très au sérieux. Oui voilà. Et maintenant je suis avec eux, nous sommes liés. Parce que bon, il faut défendre, enfin c'est le paladin quoi, il a enfin trouvé les forces des ténèbres à combattre. Et la première chose, Euh, sinon, la première chose sérieuse qui se passe, c'est la course. Il y a eu une course, et donc il y avait alors, on dit une course, mais en fait c'est une course oui, en volant, euh, où il fallait faire un parcours du combattant, et directement on se dit, mais ceux qui n'ont pas d'aile, comment ils font? Et Val, elle voulait participer. Voilà, donc l'araignée voulait participer, qu'il n'y avait pas d'elle. Et dans le scénario, ils disent clairement, ouais, ceux qui n'ont besoin pas d'elle, vous oubliez. Mm. Elle dit, oui, mais je vais le faire quand même. Je dis, ok, rien ne t'en empêche. Et À la Spider-Man, quoi, en lançant des fils d'araignée pour... Et elle dit, ok, pas de problème. Déjà, elle avait la capacité qu'elle se déplaçait beaucoup plus vite qu'une Mhm. créature normale, ce qui lui donnait déjà un avantage. Et en plus, elle dit, ok, j'utilise mon pouvoir de temps sur moi-même pour accélérer mon temps. Ok, ça marche.
Mm. Et donc c'était une série de jets, bon, c'est voilà, un truc vraiment basique de scénario. Donc il y a des jets pour zigzaguer entre les feuilles, il y a des jets de rapidité, il y a des jets pour retrouver, vous deviez trouver une feuille, une fleur avec une odeur bien précise, donc il y a des jets de perception. Et si je me souviens bien, le personnage qui était censé être le plus rapide, c'était la libellule, Mhm. mais il foire tous ses jets. Il a foiré tous ses jets. tous ses jeux. Par contre, toi, Oui. Alors moi, petite mouche, pas particulièrement rapide, je me demande si quand j'ai même pas fait rapide. que des réussites, et avec une réussite critique sur la fin. Voilà. Et en gros, j'ai fini deuxième de la Et course. donc, Quoi. évidemment, j'ai les caractéristiques des créatures les plus, enfin, des coureurs, des voleurs les plus intéressants. Et tu rates, mais tu arrives deuxième à une fraction près. Ouais. Vraiment à un point de J'étais bon différence. perdant, je serais la patte de l'autre. Oui, et je crois qu'il t'a donné, pour finir, Oui, j'ai reçu un pot de un myéline. voilà, je crois que je crois que le prix c'était genre 4 ou 5 ou 6 pots de myéline. Et il t'a dit, voilà, je t'en donne un, bravo, c'était vraiment bien. Mhm. À ce moment-là, moi j'étais tout fier. Hein. Mon perso, il réussissait ses jets de pickpocket, il arrivait à draguer les abeilles. J'avais fini deuxième de la course, j'avais un pot de myéline. Tout, tout s'annonçait très bien. Et alors je vous ai mis en place aussi qu'il y avait les blattes qui sont les gros fanatiques du côté des anciens dieux. Qui se fritait avec les Et les perce-oreilles. perce-oreilles qui eux sont les gros fanatiques du côté animiste, Mhm. qui montraient des pectoraux chacun, Mhm. et qui étaient là pour acheter de la myéline pour se préparer à la guerre. Exactement. Et l'heure est venue, parce que c'est le truc, de vendre la myéline à tout le monde. C'est le moment d'ouvrir les portes des hangars, de montrer à tout le monde que les abeilles ont bien fait leur travail et qu'il y a de la myéline pour tout le monde. Et puis va s'en suivre la vente aux différentes nations des Indes. Mais là, l'abeille, la grande prêtresse, je crois, ou l'assistante de la grande prêtresse commence à bégayer et à dire oui, ça va prendre plus de temps, enfin, il y a un problème avec la myéline. Et là, en gros, toute la foule commence à paniquer en mode comment ça, il n'y a pas de myéline. Parce que là, tout le monde s'est dit, ouais, en gros, on va passer l'hiver sous terre et il n'y a que ceux à qui reste de la myéline qui vont fracasser tous les autres. Enfin, c'est un cataclysme. C'est comme si, à l'époque, au début du siècle, on dit, ben en fait, il n'y a pas d'essence. Oui, il y a de ça. Il n'y a plus de carburant. C'est ça, ouais. Tout le monde se dit, merde, putain, quoi. Il n'y a plus de charbon. Il n'y a plus de charbon, oui, voilà. Et à ce moment-là, vous êtes appelé dans le grand, chez la grande cathédrale de la grande prêtresse des abeilles. Des abeilles. Et tu vois, dans le scénario, je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi les joueurs sont impliqués là-dedans. Et donc moi, j'ai utilisé ce personnage de Lazuli qui vous a rencontré au début et qui était ami de la grande prêtresse pour dire, oui, il y a ce groupe qui sera neutre dans ses échanges par rapport aux factions en présence. Et, donc... et évidemment, au-dessus de la grande prêtresse, il y a la reine qui contrôle un petit peu tout le monde avec des phéromones. D'ailleurs, ça c'est un truc intéressant que je trouve, c'est que les phéromones ont un effet physique dans le jeu. C'est-à-dire quand tu fais un jet de persuasion, en fait, qui est un jet de phéromones dans cet univers, tu peux littéralement changer la façon de penser de quelqu'un parce que cet être est pris par les phéromones. Non, moi, ce que j'aimais bien, c'est que par exemple, il n'y a pas de caractéristique perception dans ce jeu. C'est la caractéristique antenne. Oui. Toutes les caractéristiques ont des... T'as antenne, t'as mandibule, tu as aile, chitine, et voilà. Et voilà. Et donc, on commence à enquêter sur cette histoire. Et effectivement, on se rend compte que il y a des splotches, je ne sais pas comment dire ça autrement, de souillures. Oui, voilà. On vous amène dans les hangars où il y a toutes les grands... Dans les bassins. Enfin, plutôt les silos. Les silos. Il y a des grands silos de myéline. Et il y a des splotches de souillure qui surnagent dedans. Et évidemment, il n'est pas question de commencer à distribuer à tout le monde de la myéline, même légèrement souillée. J'ai bien aimé ce moment où Florian, je raconte qu'il y a des blattes qui sont là, qui sont dit on s'en fout, on achète. Donc catastrophe en puissance. Hein. Donc on va avoir des blattes avec de la myéline souillée. Les paladins vont commencer à prendre de la myéline souillée, c'est pas une bonne idée. Quoi. Et il y a le personnage de Florian qui arrive et qui fait non, ce n'est pas divin. Réussite critique à son jet de phéromones. Et donc tu as la blatte qui dit oh, vous avez raison, vous êtes un saint. C'est ça. Et donc
On fait une petite enquête rapide pour se rendre compte qu'en dessous d'un des silos, il y a un tunnel qui a été creusé. Par magie. Je veux dire, l'enquête, elle n'était pas très Non, enquête, hein. c'était extrêmement linéaire. Et que donc un tunnel a été creusé par magie en dessous d'un des silos, et que la myéline s'est écoulée à travers le trou, et que c'est visiblement par là que les empoisonneurs seraient rentrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le trou, et on voit où ça nous mène. Et là, je sais plus très bien, ça nous a amené sous terre dans des anciens souterrains. Dans des anciennes mines. Ouais. Et alors, Des anciens tunnels de fourmis, si je me trompe pas. des mines, des abeilles, des environs. Et là, je me suis dit, bon, ok. Là, je vais leur mettre une petite rencontre. Et je me dis, bon, on va mettre un gros mille pattes. Un gros mille Un pattes, bon gros mille pattes. qui est quand même une créature assez violente. Assez importante, qui était donc d'une taille au-dessus de vous. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que vous lui faites est réduit de manière assez importante. Mhm. Et je dis, ok, on va faire une petite rencontre. Alors, les combats sont très mortels dans le jeu. Très, très, très mortels. Et je dis, ok, on va essayer d'équilibrer ça. On va voir ce que ça donne. Premier tour, le personnage de Florian agit. Critique. Blade critique au jet d'attaque. Blade critique au jet de dégâts. Le monstre est mort en un coup. Voilà. Il est mort. Bah ouais, le scarabée avec sa grosse... Et je vois Gélus qui fait « Ah bah tu le décapites. Ah. » Et donc voilà, le gros monstre était out. Et on a continué à crapahuter, en plus en se disant « Oh putain, on est vraiment trop bourrin !» Mais en fait c'est surtout qu'effectivement le gros bourrin du groupe avait fait des échecs, le personnage des de réussites Florian critiques. était très bourrin, vraiment, et il a eu une chance au tirage. C'est le jeu. Vous avez rencontré des petites araignées, il y a eu un petit combat comme ça aussi, mais c'était pas très digne d'intérêt. Ouais. Moi, la suite, je me souviens, c'est que tu nous dis, il y a un endroit où ça sent la souillure, Voilà, où ça vous pue retrouvez la dans un endroit où il souillure. y a un puits, Où il y a un puits. et toi tu vas regarder dans le puits. Et le truc, c'est qu'en fait, bon, moi, je faisais l'éclaireur, et je me dis, bon, en tant qu'éclaireur, je vais d'abord aller vérifier ce qu'il y a dans ce puits. Et donc, j'explique, j'arrive, et je me penche au-dessus du puits. Et là je lui dis, il y a une patte qui t'attrape la main. Ah et donc, je me dis vraiment, ah, lâche-moi, saloperie! Et donc là, mon personnage est face à une abeille. Avec des longs membres et qui est un petit peu en train de fondre. En fait. De fondre avec sa carapace qui est à moitié transparente, où on voit ses organes à côté, et puis là qui où est complètement folle. Et qui est complètement dingue, qui délire complètement, et je me dis putain. Et là, sur le moment, c'est vrai que ça m'a pas frappé, mais je venais d'être touché par une créature avec de la souillure. Tout à fait. Et donc, je crois qu'on l'a exterminé directement. Alors, on a causé avec vous elle. Il n'y a pas eu de combat, vraiment. Vous avez causé avec elle, vous avez commencé à extorquer des... Et elle nous a dit des qu'elle réponses. appartenait à un groupe, à et la qu'elle avait été phalange... digitale. La phalange digitale, tout à fait, oui, C'était ça. bien. Elle faisait partie J'ai d'un une bonne groupe. mémoire pour certains trucs. Elle faisait partie d'un groupe de blafards qui s'appelait la phalange digitale. Et je suppose... en fait, je n'ai pas lu les autres campagnes, donc je ne sais pas si c'est des personnages qui reviennent après. Mais j'indique en tout cas aux joueurs que l'idée, clairement, c'est de retrouver cette phalange digitale qui a des membres assez précis, avec des noms, avec des capacités. Il y a entre autres un blafard qui est un mille pattes. Et les mille pattes, c'est c'est Avatar, le dernier maître de l'air, quoi. Ils peuvent contrôler les éléments, le feu, la terre, etc. Et donc c'est lui qui a creusé le tunnel. Et une fois qu'ils n'ont plus besoin de cette abeille, qui connaissait beaucoup mieux évidemment la société abeille, ils s'en sont débarrassés. Et je donne cette information parce que Moustache avait fait une réussite critique pour sonder son esprit. Ouais. Et je dis, voilà, vous n'avez plus aucune information à tirer d'elle. Et il y a toujours ce moment un petit peu gênant, où vous êtes face à un PNJ qui est clairement au-delà de toute rédemption. Et je sais plus ce qu'on a fait. Vous l'avez buté. On l'a buté. Okay. Voilà, ça a duré 2 secondes. À mon avis, on a dû se dire, on est là, c'est un tunnel qui donne directement chez les abeilles, on va pas laisser une blafarde complètement dingue, qui en plus va se dire, ah, toutes les abeilles sont là, et qu'elle va aller tout pourrir, donc effectivement. Et c'est là que je dis à Nurgle, fais-moi un petit jet de, je sais plus c'est quoi pour résister à la souillure, c'est métabolisme ou... Et moi je suis pas bon, j'ai pas beaucoup en métabolisme. Je sais plus c'était quoi la compétence exacte, mais c'était un truc dans lequel t'étais pas bien bon.
Ben oui. Et donc, là-dessus, je rate mon jet et Gilles me dit, tu vois que ta main, ta patte Elle est un peu commence à blanche. devenir un peu blanchâtre, un peu transparente. Et donc, je l'ai mise dans ma poche et je me suis dit, je vais nier l'affaire. Bon, même si tout le monde autour de la table le savait. Je sais plus si je l'ai révélé après au groupe. Je crois que non. Non, là, je joue à fond, main dans la poche, un peu à la... Techniquement, Val peut te sauver, en fait. Ah, mais je lui en parlerai à elle. Voilà. D'ailleurs, elle m'a fait une petite combo, hein, Val. C'est que elle a pris un pouvoir qui fait que quand elle utilise une magie, elle peut toujours augmenter sa réussite d'un cran. Donc, une fois par scénario, elle ne peut pas faire d'échec critique. Et Hmm. donc, au moins, une fois par scénario, elle peut faire un truc avec un gros risque. Et même si elle tire une blatte noire, elle dit ok, non, je la Et- transforme en blanche. Et donc, c'est juste un échec. Point. Ah ouais. Parce qu'un échec critique, quand tu essaies d'enlever la souillure, c'est très mauvais. Et donc, là-dessus, je sais plus à quelle occasion on a... Alors, l'abeille vous a appris que Ah oui, on voulait savoir comment ils étaient voilà, arrivés les jusque-là. blafards sont arrivés par là par un bateau pirate, en fait, une espèce de nef volante pirate Hmm. qui venait d'une autre cité qui s'appelait, je ne sais plus comment, une autre cité, un petit peu une espèce de ville des voleurs qui était dans une forêt de brouillard. Mhm. Et vous apprenez qu'il y a ces pirates qui viennent faire du commerce illégal dans la ville et que vous deviez les embrigader pour vous amener vers le chef du truc qui est une énorme euh, Blatte. non, Punaise. une énorme punaise. Et donc, déjà, moi, je me souviens que c'était l'histoire. On doit prendre le bateau volant pour aller jusque là-bas. Et c'est des pirates guêpes qui nous regardent tous d'un sale œil. Et puis... Et les guêpes elles rigolent pas, c'est et... des Amazones. Ah ben voilà. Et puis, et ça va nous coûter cher. Et on veut pas dépenser tout notre pognon. Et puis, je vois que ma mouche, elle a un pouvoir qui est, tu peux toujours dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelque Ouais, chose. c'est tes capacités de voleur. Ouais. Et donc, je vais voir mes potes mouchos, tu vois, en mode, ouais, yosh yosh, on fait la poignée de main secrète. Et avec 6 bras, ça marche bien. Et, euh, 4 bras et 2 jambes. et donc, finalement, ils disent, ouais, il y a un autre gars là, je crois que c'était un moustique avec un moineau. C'est un moustique avec un moineau, tout Il à dit, fait. ouais, mais pour pas cher, hein, vous pouvez monter sur son moineau. Et je sais plus quel a été le problème. Il y a quelqu'un qui a failli se faire bouffer par le Alors oui, il moineau. y a un moment où t'as le moustique qui fait « Mais il n'y a pas de problème, je contrôle très bien !» Et là, t'as le moineau qui commence à attraper le moustique. Et je sais plus si... comment vous avez réglé le problème, si c'est par magie ou par quoi, mais donc vous avez réussi à l'arracher de la bouche du moineau Ouais, pour dire ok, oui, ça va aller, ça va aller. je sais plus si c'était Moustache ou Val, mais c'était un truc de magie pour calmer le bestiau. Ouais. Donc vous dites ok, bon, on va prendre ce moyen à moins cher Ouais, pour voyager, exactement. et ça se passe bien. Oui, le voyage s'est bien passé. Et donc on se retrouve dans cette ville, là vraiment clairement une ville de voleurs, une ville mal famée, et on est reçu par l'espèce de chambellan Hmm. du seigneur de la pègre locale. Et je me dis, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Et je dis à Gilus, il a une bourse? Il fait, oui. Et là je me dis, bah je vais lui voler sa bourse. Ouais, c'est juste. Et je loupe complètement mon jet. Et alors sur le moment je fais, oh désolé, je voulais pas. Et tu joues ton personnage en mode, vous inquiétez pas, c'est la ville des voleurs, on sait très bien que ça se passe comme ça ici. Mais tout a un prix. Les guêpes, montrez-lui ce qui va se passer. Et je me suis fait défoncer la gueule. Défoncé, ouais. Mais défoncer la gueule par deux guêpes qui m'ont tabassé. Et je me souviens que ma réaction, c'était d'arriver et de dire, ils m'ont cassé la trompe. Et là, effectivement, j'avais perdu plein de points de vie, je m'étais fait tabasser. Donc j'y réfléchirai 2 fois la prochaine Voilà. fois. Et donc il vous amène devant le grand, je me souviens plus de son nom, mais le grand chef, le baron de la mafia locale. Le Jabba. Et je ne suis pas cassé la tête. C'était la rencontre avec Jabba. Mhm. C'était du Star Wars. J'ai mis la musique de la cantina. Non, c'est pas la cantina. C'est donc Le palais de Jabba. du palais de Jabba. Ouais. Et je raconte, voilà, il y a une espèce de de punaise qui est sur un lit où son abdomen est tellement enflé que il y a sa kétine Qui est ouvert. qui s'est écartée comme ça. Et il a plein de traces de souillure et il est bien Ah dégueulasse. non, enfin,
Oui, en fait, oui, le personnage de Val a remarqué quelques traces de souillure qui Hmm. essayaient d'être cachées, mais c'était pas très évident. Et donc voilà, et alors c'était une espèce de partouze permanente Voilà, d'insectes c'est où il lâchait des phéromones qui font office de tout à drogue. fait. Et je vous explique que là, des mercenaires, guêpes et autres, il y en a plein. Donc si jamais vous cherchez le combat, ça va vous tomber sur la gueule. Et voilà. Et je pense que Et Gigi qui jouait Turlul, il était tout fou. ouais. À cet endroit-là, il disait oh, pouvoir baiser. Et il y a le personnage de Val qui négocie en disant eh ben, si vous me donnez les informations, moi je peux utiliser mon pouvoir pour vous faire disparaître votre souillure. Et donc il vous dit pas de problème. Alors vous, l'araignée, vous restez là à côté de moi. Ah Les oui. autres, descendez au niveau inférieur, nous allons négocier. Et on y a été, mais en Vous, freinant des cas de fer. On sentait bien vous que l'avez c'était vu un... venir, voilà. Voilà, En on gros, savait que ça c'était un c'est le piège. problème des groupes expérimentés, c'est qu'ils l'ont vu venir à 3 km. Et donc, en gros, bah, c'est le rancor. Hein, Vous vous retrouvez On dans... est dans une pièce. En... Tout ça, c'est beaucoup de choses très différentes du scénario de base hein, Ah. que j'ai échangé. Et donc, on se retrouve dans une pièce qui est en dessous de la salle principale. Ils enlèvent un tapis. On se rend compte que le plafond, c'est une grille et que tout le monde est en train de nous observer. Qu'il y a déjà des paris qui sont en train d'être faits. Et là, vous entendez Rabbit. Voilà. Et donc, on nous met en présence d'un crapaud. Ah et là, en gros, il y a eu tout un combat qui a quand même duré... Enfin, oui, non, parce que dès que le combat a commencé, là, il y a Gigi qui a dit « Ah, Julius, je vais faire quelque chose. Ouais. » Et ça s'est terminé là. Il y a eu pas mal de rencontres avec le crapaud où vous n'avez vraiment pas réussi à le blesser du tout. Moi, j'arrêtais pas. J'ai essayé, j'ai chargé, et puis ce truc avait une peau tellement épaisse, Ouais. une mouche avec des petites aiguilles sur un crapaud. Et même le personnage de Florian, il avait du mal. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a le personnage de Gigi qui a dit « Ok, là, je me téléporte dans le dos de De la grosse punaise. de la grosse punaise. » Et il me dit « Ok, maintenant, je le téléporte dans la bouche du crapaud. Mhm. » Et je dis « Non, tu peux téléporter les choses avec toi. Et si tu vas dans la bouche du crapaud, tu es avec aussi dans la bouche du crapaud. Mhm. Là, il a commencé à avoir une négociation, le genre de choses que les maîtres jeux n'aiment pas. Ouais. Et je dis, oui, enfin, il n'y a pas de problème. Alors il me dit, ok, je l'intimide, enfin, il commence à me faire tout un laïus Voilà. pour dire, maintenant, voilà. Et donc, chez mes c'était en copains. train de partir en prise d'otage avec la libellule qui a sa dague sous le cou, si on peut dire, de la punaise, en mode ouais, mais si tes gardes continuent à avancer, je te tranche. Quoi. Et alors, Et l'autre qui lui disait mais dès que tu m'auras tranché, voilà, tu vous vas allez tous mourir. crever. Il était très résistant à l'intimidation, sauf que Gigi avait tiré au début de la partie des blattes de chance. Parce que selon tes caractéristiques, au début, tu tires des blattes que tu peux remplacer par n'importe quelle blatte dans un jet. Ce qui est vachement intéressant. Ouais. Et donc, il fait son jet d'intimidation, il n'est pas terrible, mais il dit, ok, ben je remplace, maintenant, je fais une réussite critique, parce qu'il va choper la meilleure blatte possible. Ça peut être chouette, d'ailleurs, bon système, je trouve. Si tu as chopé une blatte échec critique, ça peut être bien, parce que tu peux l'appliquer sur un ennemi qui t'attaque. Ah oui. Mais donc, il fait une réussite critique au jet d'intimidation. Et là, ok. C'est bon, on vous libère. On vous libère. Val fait son jet, qui était quand même difficile, hein, mais elle avait aussi gardé des blattes de chance pour ça. Mhm. Et donc, elle arrive à enlever la souillure du gros, qui vous donne les informations pour dire que la phalange digitale sont passés par ici. Ils ont pris tel bateau. Ils ont pris tel bateau. Et ils sont partis en dessous de la montagne, en dessous des tunnels qui passent sous la vallée des Sanchos. Mhm. Et je trouve un petit peu dommage, c'est le scénario s'arrête vraiment là. Ouais. Et D'ailleurs, tu nous l'as dit un peu frustré. Ben, oui. Voilà. Et donc j'étais là, ok, je sais pas très bien si je vais trouver une suite à ça dans la campagne, ou si je vous invente une suite où vous allez poursuivre la phalange digitale, je ne sais pas. J'ai plus ou moins écrit un demi-scénario, on verra bien ce que ça donne, mais ça se termine là-dessus. Ouais. Sur l'air de dire, ben oui, votre mission n'est toujours pas vraiment finie, c'est-à-dire qu'à partir... mais vous pouvez quand même chercher votre récompense. À partir de là, la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on a dû de nouveau prendre un transport pour retourner de l'autre côté. Et je sais plus si on a repris le moineau ou si on non, vous avez pris une nef qui était pleine de... On ne va pas utiliser le terme d'esclave sexuel, nous allons dire de femelles
pas très consentante. Oui, oui, Voilà. oui, oui. C'était assez glauque. C'est des pirates. Ce sont des gens qui littéralement vendent des esclaves sexuels et des esclaves en tout genre. Et parce que oui, malgré le fait que ce soit des insectes, il y a ce genre de glauquerie réelle qui se retrouve. Mhm. J'aurais pu en fait ne pas le mettre, mais Tu l'as mis quand même. nous jouons un groupe mature. C'est Game of Thrones. Voilà. Et donc vous faites le retour quand même dans un truc de pirate où on rend compte que vous avez un petit peu négocié avec le boss. Mhm. Vous rentrez dans la ville des abeilles. Nous sommes accueillis tels des héros. Plus ou moins, ouais. Non, mais je plaisante. Mais, Et vous êtes récompensé pour avoir trouvé l'origine du problème. mais oui, mais en fait, moi, il y avait un goût de trop peu à la fin de cette Je aventure. suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, Et- je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? La myéline, elle est quand même corrompue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va avoir des effets pour le futur, Peut-être l'avenir? que c'était moi qui aurais dû extrapoler, mais je trouve que le scénario brut tel qu'il est, il a un petit peu une insuffisance sur certaines choses. Ça arrive souvent, hein, surtout pour les scénarios d'introduction. Voilà. Mais donc, et voilà, on s'est arrêté là. Et j'espère bien qu'on reprendra un jour. Enfin, franchement, j'adore cet univers de jeu. C'est un univers très Et intéressant. il faut que toi, tu aimes aussi le masteriser. Je vous le referai. Maintenant, je suis un petit peu plus reparti sur Donjons et Dragons, mais Mm. je vous le referai. Un de ces jours, dans 3-4 ans. J'ai toujours les persos et tout. Et nous allons prochainement vous parler d'un autre one-shot qu'on a fait, qui était Shadows and Dragons, Ah, oui, oui, oui. dont j'étais assez content. Parce que voilà, Insectopia, c'est fini. Conclusion, franchement, bon jeu de rôle. Ah oui, oui, Euh, oui, oui. Je suis pas complètement convaincu par le scénario d'introduction, mais c'est pas bien grave. Mais De toute façon, bon système, bon univers, très sympa. Ah, vraiment, moi, ce que j'aime bien, au moins en tant que joueur, parce que je dois l'avouer, j'ai des goûts tout à fait différents en tant que maître de jeu. Pour ce qui est de masteriser et pour ce qui est de jouer, j'ai des goûts très très différents. Mais en tant que joueur, Insectopia, moi, j'adore. C'est vraiment, c'est super dépaysant, c'est super exotique. Euh, et donc voilà, donc je n'ai que des bonnes choses à dire sur ce jeu. Et les Que scénarios d'introduction, bah ça c'est tough. ça s'étoffe Comme complètement, n'importe et quel. ce n'est jamais que le scénario d'introduction. Après, pouvez trouver 30 000 trucs. L'univers est étonnamment fouillé par rapport à son concept de base. T'as plein de trucs, t'as des nations entières qui sont décrites dans le détail. C'est assez impressionnant, franchement, le livre. Et donc, je vous conseille d'aller sur le site de Odonata. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Où vous pouvez acheter les bouquins. Vous devez absolument acheter des sacs de blattes. Et Vous pouvez les fabriquer vous-même. Hein. si vous jouez sur des plateformes internet, vous pouvez faire des sacs de blattes. La façon dont je l'ai fait est un petit peu bancale, il y aurait peut-être moyen de faire trouver mieux. Mhm. Mais donc sur Foundry, j'avais créé des listes à tirer aléatoirement qui étaient en fait les blattes. Et ça a marché, mais c'était pas génial parce qu'il fallait à chaque fois le faire un reset. Oui, c'est un C'est peu peut-être ma méthode qui compliqué. n'était pas bonne, mais De toute façon, il faut jouer en présentiel. c'est typiquement le genre de système de règles qui est tellement mieux autour d'une table. Mhm. Il n'y a aucun doute. Et donc très sympa, je vous le conseille. Insectopia, gens sympas aussi. Et voilà, donc la prochaine. Oui, Shadows and Dragons, c'est quoi? C'est Shadowrun make le système de Donjons et Dragons. Ce mec-là, il a des idées parfois très Et étranges. Mais je suis épaté à quel point ça a bien tourné. ah ouais, ouais, ouais. C'est assez génial, je dois dire. C'est Parce que Shadowrun, moi je me disais, c'est un truc, on n'y jouera jamais. Parce que le système de règles, il est trop tarabiscoté, il est trop zarbi, et là, ça a bien tourné. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, eh ben, j'en ai pas mal parlé. Et franchement, ouais, ça tourne pas mal du tout. Et c'est une des meilleures parties de Shadowrun où j'ai pas eu à me prendre la tête sur les règles complètement compliquées. Et d'ailleurs, tout ça me fait dire, mon cher Gilus, que nous avons encore quelques bonnes histoires au coin du D20 à raconter. Ouais. Qu'on va essayer de revenir un peu plus tôt, et moins vous faire poireauter. Peut-être, mais c'est parfois un peu compliqué.
C'est un peu Et compliqué. peut-être que d'ici fin octobre, il y aura quelques actual play. Ah oui, ce serait bien ça. Je suis en train de travailler là-dessus avec quelques youtubeurs assez connus et youtubeuses assez connues. Mhm. C'est bon, tu as terminé? Ben là-dessus, on va vous dire à la prochaine! Et échec ou réussite, ce qui compte, c'est de jouer.